Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de juin 2022. Un mois tout à fait semblable aux autres, si vous voulez mon avis, mais tout à fait particulier en même temps. Et oui, je parle pour ne rien dire, donc on va passer tout de suite au premier manga. Et le premier manga, c'est un gros morceau parce que, eh bien, voici l'intégralité de Midori Days, un manga de Kazuro Inoue, comme vous pourrez le voir sur la tranche, aux éditions Kurokawa. Alors, il y a 8 volumes. Et c'est un manga que j'apprécie beaucoup, Midori Days. Donc les 5 premiers, je les avais déjà précédemment, donc je les avais déjà lus. C'est une relecture, et les 3 derniers, donc c'est une première lecture. Donc déjà, si j'ai fait exprès de le mettre, d'habitude je me prends un peu au hasard, de temps en temps je fais des petites transitions, des trucs comme ça, mais les mangas je les mets un peu dans un ordre au hasard. Ce coup-ci j'ai fait exprès de prendre Midori Days en premier manga de cette vidéo, tout simplement parce que je me suis dit, même les gens qui quittent la vidéo au bout de 5 minutes, j'ai envie qu'ils aient entendu un peu parler de Midori Days, parce que j'aime vraiment beaucoup, il n'y a pas beaucoup de tomes, et il y a même un animé si vous êtes plutôt animé. Donc voilà, j'ai envie de faire un peu connaître Midori Days, hein. Je l'ai souvent dit, mais c'est le seul moment où j'ai l'impression de servir un peu à quelque chose, quand je vous présente un truc dont les gens ne parlent pas ou ne parlent plus, alors que moi j'aime beaucoup. Donc là, je me sens un peu utile. Là, je suis sûr qu'il y a plusieurs... je sais pas combien cette vidéo aura de vues. Ça se trouve, il y a 2 vues, dont moi. Donc, bon, ça se trouve, personne ne va rien découvrir. Mais j'ai le sentiment que parmi toutes les vues, il y a au moins une personne qui va se dire « Oh, je connaissais pas !» et qui maintenant connaîtra. Donc, ça, c'est toujours une petite victoire. Surtout quand c'est un truc aussi cool que Midori Days. Donc, Midori Days, c'est quoi? C'est l'histoire, donc, de Seiji et Midori. Donc Seiji est un voyou très connu et très fort de son coup de main droite. Donc il donne des crochets du droit, quoi. Et en gros, il va se réveiller un matin avec Midori, donc la fille là, à la place de sa main. Midori, qui est une fille qui existe vraiment dans le monde réel, hein, juste là elle est dans le coma en gros, plus ou moins. Et elle se retrouve sur la main de Seiji. On apprend, c'est pas vraiment un spoil, hein, on l'apprend très tôt, qu'en fait elle était amoureuse de Seiji en tant qu'humaine normale, quoi, et que du coup, truc plus ou moins mystique, elle se retrouve dans le coma et sur la main de Seiji sous une forme où elle est beaucoup plus honnête avec ses sentiments et tout. Et du coup la morale de l'histoire ce sera de savoir est-ce que ils vont finir par ne plus être dans cette situation assez spéciale où Midori est la main de Seiji, et aller de l'avant. Donc du coup c'est un manga très sympa, vraiment. C'est romance, comme vous l'avez compris avec le synopsis, aussi très humour. C'est un manga un peu à l'ancienne, enfin, je sais pas si ça a vraiment sens ça, mais je sais pas, il y a un peu cette vibe année 2000. Pas parce qu'ils, je veux dire, ils font pas de la tectonique, hein, dans ce manga, mais je sais pas, il y a au niveau du style de dessin et tout. D'ailleurs, le style de dessin, pour être franc, au moment de relire les 5 premiers tomes, pour ensuite me lire les 3 derniers que j'ai eu l'aubaine de trouver dans un magasin d'occasion, vraiment que ils avaient tout. Bon, comme j'avais déjà les 5 premiers, j'ai pris que les 3 suivants. D'ailleurs, je les ai pris à 3,99, ce qui est assez limite pour moi, mais vu que c'était Midori Days et que les 5 premiers, je les avais depuis sacrément longtemps, tant pis, 4 €, allez. C'est pas exorbitant, mais faut vraiment que j'ai une raison pour payer 4 € un manga d'occasion perso. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, ouais, voilà, j'étais surpris parce que j'avais un tout petit peu, une toute petite appréhension au moment de relire les 5 premiers tomes, de me dire est-ce que c'est pas un peu vieillot au niveau du dessin ou au niveau du rythme et tout. Mais non, pas du tout, ça se lit mais tellement facilement. J'aime bien comme ça quand une œuvre, tu te dis elle a peut-être un peu vieilli, mais en fait non, ça va. Et c'est super cool. Et du coup moi j'avais vu l'animé à l'époque, enfin peut-être pas à l'époque de sa sortie, mais il y a début des années 2010, j'avais vu l'animé, il traînait sur YouTube. D'ailleurs il y est toujours. C'est pas le même upload je pense vu les dates, mais il y a quelqu'un qui a aussi remis les épisodes en VF sur YouTube. Donc bon, techniquement je crois que vous avez pas le droit, mais si vous tombez dessus par hasard, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Mais je crois qu'il existe les DVD en France, hein, mais bon après faut les trouver, quoi. Donc Midori Days, c'est une histoire très sympathique, une romance comédie, avec un concept original, hein, comme vous l'avez vu. Vous avez peut-être pas compris parce que j'ai peut-être pas mis assez d'emphase dessus, mais vraiment c'était pas une métaphore ou un truc que j'ai mal expliqué, c'est vraiment sa main devient Midori en fait, sa main devient une fille, comme s'il avait une marionnette, mais c'est pas une marionnette quoi.
Et ça c'est très original comme concept, et rien que ça accroche, vous voyez. Si au début, si j'avais peut-être voulu être un peu plus impactant et juste vous intriguer, je vous aurais juste dit, c'est l'histoire d'un mec, sa main elle se transforme en fille. Et là j'aurais arrêté de parler. En fait j'aurais peut-être dû faire ça, ça vous aurait peut-être attiré votre curiosité un peu plus. Mais bon, donc seulement 8 tomes, c'est vraiment pas long. Encore une fois une série excellente que j'ai fait exprès de mettre en première dans cette vidéo pour que tout le monde puisse... enfin tout le monde, le plus de personnes possible en tout cas, y soient exposés. Donc Midori Days, moi je vous dis, mettez ça dans un petit carnet, dans un petit coin de votre tête. Voilà, si un jour vous... oh là là, je sais pas trop quoi faire, il me faudrait un truc un peu nouveau que j'ai pas essayé, hop, Midori Days. C'est que du bon. En plus, la sœur de Seiji dans la VF, si mes souvenirs sont bons, elle a la voix de Luffy. Ça m'avait justement marqué à l'époque. Donc voilà, si vous aimez bien One Piece et qu'il vous faut un petit raccord pour vous mettre dans autre chose, bon, au moins vous avez la voix de Luffy, quoi, si vous regardez en VF. Donc voilà, c'était tout pour Midori Days, mais c'est vraiment un manga que j'affectionne particulièrement. Comme je vous ai dit, j'avais vu l'anime il y a longtemps, donc j'avais beaucoup de nostalgie pour cette série, et je suis content d'avoir enfin l'intégrale en manga, et bah, tout est pour le mieux du coup. Alors, histoire de se débarrasser, entre gros guillemets, hein, parce qu'on se débarrasse pas, mais des gros blocs de grosses séries d'un coup, on va passer à Grimoire of Zero, tome 1 à 6. Donc c'est chez Ototo, par Takashi Iwasaki pour le manga, l'œuvre originale par Kakeru Kobashiri, et le concepteur original des personnages, c'est Shizuma Yoshinori. Donc c'est écrit assez petit, hein, surtout pour vous. Pour moi à la limite ça passe parce que je peux les regarder IRL, mais... bon, de toute façon je vous l'ai lu. Donc Grimoire of Zero c'est quoi? C'est un petit manga sympa dans un univers fantasy, hein. Donc avec des... là rien que dans le titre vous l'avez compris, je pense c'est un grimoire, tout ça, c'est un peu de la magie. Et voilà, c'est une petite série sympa. Alors en fait, pour tout vous dire, donc là il y a 6 tomes, hein, c'est l'intégrale. Quand j'ai vu que ça allait, je sais plus si c'est quand j'ai vu que ça allait sortir ou quand j'ai vu que c'était sorti en librairie, mais Grimoire of Zero, en fait, quand j'ai vu le titre, vite fait le synopsis, je me suis dit, c'est typiquement le genre de truc qui pourrait me plaire. Vous voyez, il y a cette vibe un peu isekai, même si c'est pas un isekai, mais vous voyez, c'est ce côté, on va visiter un nouvel univers de fantasy, fantasy assez classique, vous voyez, fantasy souvent un peu inspiré, soit des trucs au type Seigneur des Anneaux, soit des RPG, vous voyez, ce genre de fantasy. Et je me suis dit, ah, bah ça collerait bien, enfin c'est le genre de truc que j'aime bien, mais en même temps, vous voyez, le truc, quand c'est pas, s'il n'y a pas un petit aspect romance ou truc comme ça, ça me parle un peu moins. Donc voilà, c'était le genre de truc où je passe devant, je me dis, ça pourrait être sympa éventuellement. Mais là, c'est pas du tout ma priorité, quoi. Et un jour, j'arrive, il y a quoi? Il y a pack découverte, 2 premiers tomes pour le prix d'un. Donc je me dis, bah vas-y, banco, ok, allez, c'est bon, j'avais hésité, enfin je m'étais dit, hop, peut-être un jour. Là, il y a l'occasion en or, donc bon, j'en profite. Sauf que du coup, c'était une série en 6 tomes. Et une série en 6 tomes, je me dis, il y a moyen qu'un jour je me dégage 4 tomes et que je me dégage 4 tomes de marge de budget, quoi, et puis que je prenne les 4 tomes qui manquent. Donc, je me suis dit, je vais attendre que tout sorte, je vais m'acheter les 4 tomes qui manquent quand je pourrai, et là, je vais seulement lire les 2 premiers tomes. Du coup, j'ai attendu. Et coup du destin qui m'a plutôt bien aidé, c'est que j'ai gagné un concours sur Twitter, pas d'éditeur mais un concours de particulier, un concours d'influenceur Twitter entre guillemets, et j'ai gagné 15 mangas de mon choix. Donc j'ai regardé dans ma bibliothèque, j'ai fait bon, qu'est-ce qui me manque? Parce que bon, j'allais pas demander un manga de telle série, un manga de telle série, un manga de telle série, donc j'ai sélectionné 2-3 séries et puis j'ai demandé des groupes de mangas, quoi. Et du coup j'ai choisi les 4 derniers tomes de Grimoire of Zero, entre autres. Le reste, est-ce que je vous ai déjà montré le reste? Ça je voulais pas montrer, ça non plus. Non, donc le reste vous l'avez pas encore vu, je vous en parlerai le moment venu, mais c'est pas dans cette vidéo. Donc du coup voilà, j'ai enfin toute la série, je me mets à la lire un peu après. Et du coup bah voilà, là on en est là où j'ai lu l'intégralité de Grimoire of Zero, qui est un manga très très sympa.
C'est l'histoire d'un homme bête qui va croiser une petite sorcière et qui est surpuissante, la petite sorcière, et super maligne et tout, et qui connaît trop bien la magie. Et en gros, ils vont partir tous les deux à la recherche d'un grimoire qui va leur permettre de... En fait, c'est un grimoire dans lequel il y a tous les sorts. C'est le Grimoire of Zero, en fait, c'est le grimoire dans lequel il y a tous les sorts. Mais si c'est un méchant qui le trouve, quoi, c'est pas cool. Et du coup, ils vont devoir le retrouver parce que, ben, si c'est un méchant qui le trouve, c'est pas cool, comme je viens de dire. Donc bon, il vaut mieux que ce soit pas un méchant qui le trouve. Bien sûr, ça va être un méchant qui va l'avoir. Mais bon, je vais pas rentrer trop dans les détails, je vous laisse profiter, c'est une série assez courte. Donc, en plus, je crois que l'animé est sur Netflix. Du coup, j'avais pas regardé l'animé pour pas me spoiler le manga, mais voilà. Encore une fois, si vous êtes plus animé, il y a souvent une solution. Donc voilà, ça c'est pour Grimoire of Zero. Petite série très sympathique. C'est un petit peu au-dessus de ce à quoi je m'attendais, mais pas énormément. C'est vraiment une série qui vaut le coup d'être lue si vous aimez bien les trucs un peu fantastiques, ou voilà, la relation entre les deux personnages peut être assez mignonne. Mais c'est pas le manga du siècle non plus. Voilà, pas un indispensable, mais un truc plutôt sympa à lire. Donc voilà. En plus, c'est adapté d'un light novel, il me semble. Oui, bah oui, vu qu'il y a une œuvre originale dans les crédits. Et on n'a que un arc, si vous voulez. Ce qui, alors, est pas plus frustrant que ça, parce que c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas une série incroyable, donc on n'est pas spécialement pressé de tout voir, tout lire, voilà. Mais ça peut, si vous êtes vraiment rentré dedans, parce que peut-être que vous, c'est beaucoup plus votre truc, et ben il y a peut-être moyen que vous soyez un peu dégoûté d'avoir une fin un peu... Alors on a une vraie fin, mais on a une fin d'arc, quoi. Vous voyez, c'est genre fin d'arc, ils repartent pour de nouvelles aventures, mais celles-là on les laisse à notre imagination, quoi. Où on nous dit acheter le... on nous dit surtout acheter le light novel, mais il sort pas en France à mon avis. Donc voilà. Grimoire of Zero chez Ototo, très sympa à lire, très court. Y a pas à hésiter si c'est votre style. Et si vous pouvez, alors après c'est surtout là intéressant si vous pouvez encore mettre la main sur le double pack des 2 premiers tomes pour faire des économies. Mais c'est un peu le problème de ce genre de truc, c'est que des fois tu les retrouves encore quelques mois après dans les rayons, mais dans les faits, si t'attends trop longtemps c'est mort, quoi. Donc bon, voilà. J'espère pour vous que vous trouverez une bonne affaire si vous comptez commencer cette série. Ensuite on va s'attarder sur Demon Lord Retry tome 1 et 2. Donc aux éditions Meian, toujours les boss. Dessin par Amaru Minotake, l'histoire par Kurone Kanzaki et le design, donc c'est sûrement adapté d'un light novel également, ou de quelque chose dans le style je suppose, par Koji Ogata. Donc Demon Lord Retry, c'est Mao-sama Retry il me semble en japonais, parce que, eh ben figurez-vous que moi j'avais vu l'animé, à peu près à l'époque, enfin un petit peu après l'époque où il est sorti, et j'avais bien aimé, et du coup bah, très cool de voir que ça sort en France, hein, toujours, mais encore Meian toujours dans les bons coups. C'était très sympa de voir que ça allait sortir, surtout que en plus c'était pile le bon timing, vous voyez, il n'y avait pas de dilemme de la saison 2, parce que bah il n'y a pas l'air d'avoir de saison 2 à l'horizon, il n'y avait pas ah faut que j'attende un peu d'avoir oublié, parce que ça faisait déjà quelques années peut-être, 1 ou 2 ans que j'avais vu, je sais plus quand est-ce que c'est sorti, mais ça faisait suffisamment longtemps pour que j'ai oublié les détails. Et voilà, timing parfait, quoi, timing parfait. Donc rien à redire. Il me semble, j'ai été surpris de découvrir qu'apparemment c'était déjà édité de manière numérique en France, ou quelque chose dans le genre. Parce que quand j'étais allé voir la fiche du manga, pour vérifier que oui c'était bien, Meian allait bien l'éditer et tout, j'avais cru voir qu'il s'était déjà édité numériquement. Je suis pas sûr de comprendre comment ça marche. Après moi moi je suis très papier hein, niveau manga. Je pense que ça se voit un tout petit peu. Tout petit peu. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà. Très content que ce soit sorti en papier, même si peut-être c'était déjà disponible du coup en français, mais bon. Et c'est une petite série très sympa. Alors l'histoire c'est quoi? C'est un gars, c'est une histoire assez classique, hein. Un gars qui joue à un jeu en ligne, de ce que j'ai compris il est plus ou moins développeur dessus, enfin modérateur en tout cas, et qui va se retrouver
à l'intérieur d'un de ses persos en ligne, mais dans un monde qui n'est pas celui de son jeu en ligne, a priori. C'est un peu une Overlord dans l'idée. Je sais que j'ai cru comprendre que c'était parfois comparé à Overlord. Je comprends pourquoi. On n'est pas exactement sur le même délire non plus, mais oui. Alors, moi personnellement, petit détail, mais peut-être que c'est justement vous aussi c'est le cas, je me demande. C'est moi un truc qui m'avait marqué en fait, si le premier truc qui me venait à l'esprit quand on me reparlait de quand ce manga me revenait à l'esprit justement, c'est ce personnage-là. Qui en fait, alors sur ces couvertures là c'est beaucoup moins flagrant, mais dans l'animé ils lui ont vraiment fait une coupe à la Rem et Ram de Re:Zero. Et du coup t'as l'impression que c'est la troisième sœur perdue, mais avec les cheveux jaunes. Et du coup c'est un truc marquant dans cet animé, c'est un des trucs qui m'a marqué. Et là peut-être que vous n'aviez plus du tout cet animé en tête et que je vous en ai reparlé, et que c'est ce détail qui vous fait vous en souvenir. Ça m'étonnerait pas parce que vraiment c'était le truc que je pense tout le monde a remarqué. Mais voilà, c'était assez particulier, mais dans l'absolu pourquoi pas. Hein. Et puis en plus là on découvre, enfin je découvre du coup via le manga, que c'était visiblement surtout une décision de l'animé au niveau du chara design. Donc c'est même pas du plagiat ou je ne sais quoi avec l'histoire, c'est pas l'histoire d'origine en tout cas qui a voulu copier un peu cette coupe. Mais je me demande du coup si l'animé avait vraiment cette ambition de capitaliser sur la coupe de Rem et Ram, parce que c'est un changement qui me paraît assez surprenant du coup. Parce que là comme vous voyez elle a les cheveux un peu ébouriffés, un peu... Voilà, elle a pas la coupe un peu bien carrée, bien droite de Rem et Ram. Voilà, donc quoi qu'il en soit, c'est une histoire assez classique mais qui fait bien son travail et qui a ses propres particularités, hein. C'est toujours le cas de toute façon. Je sais que le isekai c'est un genre qu'on aime bien caricaturer. C'est comme le harem par exemple, c'est un genre qu'on aime bien caricaturer, enfin que les gens aiment bien caricaturer. Mais quand t'es vraiment dedans et que t'as vraiment lu plein de isekai ou plein de harem, tu sais que c'est pas les mêmes, tu sais qu'ils ont tous leurs particularités. Et que dans l'absolu, si tu t'y es vraiment intéressé, tu peux pas les confondre. Après il y a des détails, comme je vous ai dit là par exemple Rem et Ram, on pourrait les confondre avec le perso dans l'anime, mais dans l'absolu, tous les isekai ont leurs petites particularités et celui-là ne fait pas exception, même si beaucoup le comparent à Overlord. C'est quand même son propre délire. Alors, maintenant on part sur A Couple of Cuckoos par Miki Yoshikawa, donc l'auteur de Yamada-kun and the Seven Witches, aux éditions Pika. Donc A Couple of Cuckoos, toujours aussi cool, hein. Bon en même temps on est qu'au tome 3, donc si ça commence à dégringoler, ce serait un peu dommage. Voilà, on s'intéresse un peu plus au personnage de la petite sœur. Ce qui est pas mal parce que c'est vrai que c'est un personnage qui était un peu de côté dans les deux premiers tomes, même si on sentait que le personnage allait s'immiscer un peu dans l'histoire. Et bah voilà, très cool. Hein. Ouais, je veux dire, vraiment, rien que, en fait, le postulat de base était génial. De faire que ce soit deux familles qui du coup échangent leurs enfants à la naissance, mais essayent de les marier pour que toutes les familles soient réunies, quoi. Et voilà, en plus, à partir de ce concept génial, plus avec derrière un auteur qui sait maîtriser le truc, quoi. Et franchement, si vous avez lu Yamada-kun and the Seven Witches, vous savez ce que vaut l'auteur. C'est rien à redire, quoi. Je peux que attendre la suite, en fait. C'est vraiment très cool. Je suis content vraiment d'avoir des romances comme ça aussi fréquemment, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que la grosse romance dont j'attendais chaque tome impatiemment, avant c'était quoi? C'était We Never Learn. Et à peine We Never Learn est fini, quoi, j'ai direct autre chose. Et ça c'est cool, j'ai l'impression que ça s'enchaîne plutôt bien, les romances comme ça. En plus, pareil, hein, sur le côté, dans peut-être des genres un peu plus particuliers, il y a aussi Kaguya-sama, qui est une romance comédie. Il y a aussi, enfin là aussi c'est un peu une comédie, mais c'est surtout une romance quand même. Il y a aussi quoi d'autre? Il y en a que j'oublie, j'en suis persuadé. Mais voilà quoi, d'avoir sa grosse romance très intéressante comme ça régulièrement, même quand il y en a une qui finit, il y en a une autre qui arrive, c'est vraiment une aubaine. Et A Couple of Cuckoos, franchement, on perd pas, hein, on perd pas notre temps avec ce manga. Donc perso, j'attends juste la suite impatiemment. Rien de plus à ajouter. On enchaîne sur Badass Couple Dolphin tome 2 et 3 par Ryuhei Tamura, donc aux éditions Kazé. C'est donc l'auteur de Belzebub et de Hungry Mary, faut pas l'oublier, parce que c'était sympa aussi Hungry Mary.
Et donc, déjà là, dans ces 2 tomes, je trouve que la série montre un peu plus de son potentiel. Parce que le problème, plus ou moins, du premier tome, c'était que on nous introduisait, et en plus de manière un peu mystérieuse, un peu on dit pas tout, quoi, un concept assez perché. Et du coup, il y a des moments tu te demandais si ça avait vraiment un sens toute cette histoire. Alors que là, vu qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, un peu plus dans le concret, on constate que oui, ça fait à peu près du sens, c'est à peu près cohérent, il y avait vraiment un truc prévu depuis le début. Et voilà, on est un peu plus dedans, on sent un peu plus que c'est pas juste des trucs random et qui après font sens. C'est vraiment, il y a une sorte de sens prévu à la base, dans lequel on rentre de plus en plus. Et ça c'est plutôt cool. D'autant qu'il y a une révélation, je crois que c'est à la fin du tome 3. Je suis pas persuadé mais je crois, oui. Voilà, ça se met en marche. Il y a le petit mystère là qui avance et qui sera sans doute résolu d'ici la fin du manga. Il y a plein de thématiques plutôt sympas et les personnages secondaires sont plutôt attachants. Vraiment, ce manga me plaît. Alors après, il me semble que du coup, maintenant c'est définitif qu'il sera court lui aussi, tout comme Angry Mary. Donc je me demande vraiment si c'est un choix ou si c'est vraiment juste que ces mangas ont pas eu le succès prévu. Dans les 2 cas, bon, je suis quand même content d'avoir cette petite série sympa. Qu'il ait prévu une grosse série sympa ou que c'était prévu ou que ce soit prévu depuis le début, que ce soit une petite série, ça change un peu la donne dans l'absolu, mais en tant que lecteur, les 2 me vont. Donc bon. Toujours est-il que j'espère que ça le découragera pas, parce que Ryuhei Tamura, pour l'instant, moi j'aime tous ces mangas en fait. Belzebub, génialissime. Angry Mary, très sympa. Bananas Campbell Dolphin, très sympa aussi. Et les 3 sont dans un style assez unique et avec des synopsis assez uniques même. Donc franchement, encore, c'est comme pour Grimoire of Zero. Les petites séries, ou même Midori Days, si les petites séries ça vous plaît, Bananas Campbell Dolphin et Angry Mary, c'est des trucs plutôt cool. Puis après, si vous aimez bien Bananas Campbell et Angry Mary, je vous conseille toujours Belzebub, qui est beaucoup plus long, mais qui est un peu le chef-d'œuvre de Ryuhei Tamura. C'est vraiment hilarant, Belzebub. Encore une fois, il y a un animé. Hein. je le précise à chaque fois, parce que après tout, peut-être que vous n'avez pas du budget pour vous acheter tous les tomes de Belzebub, mais que sur une quelconque plateforme de simulcast, il y est, donc allez-y, hein, Belzebub, c'est du bon. Voilà, donc c'est tout pour Bananas Campbell Dolphin. Donc, mais du coup, il y a du mieux, quoi. Le manga, je trouve, se concrétise et s'améliore par rapport au premier tome qui était sympa, mais un peu... ça mettait du temps à s'installer, quoi. Mais là, du coup, avec un peu de recul sur la totalité du manga, ce premier tome est tout à fait à sa place, en fait. Vous voyez, parce que j'avais lu juste le premier tome, donc forcément, le côté un peu imprécis, un peu... on n'explique pas trop, au début, forcément ça m'avait marqué, mais je me dis, si on enchaîne... si on s'enchaîne les 3, il n'y a pas de problème, en fait. Donc, série très sympa, pressé de voir la suite, qui du coup sera sans doute pas loin de la fin, parce que je crois qu'il n'y a que 5-6 tomes au final. Donc bon, pressé de voir ce qui va arriver ensuite. Donc ensuite, on part sur une fin de série, les tomes 21 et 22 de Beastars par Paru Hidagaki aux éditions Kiun. Beastars, alors je ne vais pas vous spoiler la fin, j'ai même pas grand chose à en dire à vrai dire. C'est une fin comme on pourrait s'y attendre en fait, c'est une fin sympa. Voilà, qui comme beaucoup de fins n'a peut-être pas un épilogue aussi profond que ce que je voudrais, parce que moi j'aime beaucoup les épilogues en fait. J'aime beaucoup quand tu vois le perso, ok il a vécu de grandes aventures, mais là il est vraiment tranquille chez lui avec tous ses amis et sa famille et tous les gens qu'il a rencontrés, et il a une petite vie tranquille et tout. Moi j'aime beaucoup ce genre d'épilogue où après la bataille tu vois le résultat et tu vois qu'ils sont heureux, et tu vois ça me plaît énormément. Et dans beaucoup de mangas, je trouve que la fin en manque un petit peu. Voilà, moi il me faudrait au moins un chapitre entier où tu vois tous les personnages qui sont heureux dans leur vie et comment ils ont évolué. C'est le genre de truc là que moi j'adore. Et voilà, dans beaucoup de fins de manga, ils me le donnent pas vraiment. Mais après, ça reste des fins convenables, vous voyez ce que je veux dire. C'est juste que moi, bon, j'ai pas mon petit bonbon quoi à la fin, c'est un peu dommage. Mais ça reste des fins totalement cohérentes, totalement satisfaisantes dans l'absolu. Donc voilà, ce Beastars ne fait pas exception.
Je trouve ça assez cool d'avoir fini Beastars. Pourquoi? Parce que c'est un manga que j'avais pas du tout prévu de commencer en fait. C'est à la base ça me parle pas du tout. Ce côté animaux anthropomorphiques, genre c'est Zootopie mais Zootopie mais en manga quoi. Et en plus avec ce style de dessin qui est au début du manga quand même assez particulier hein. Et ces couvertures en mode couverture de mode. Alors là c'est moins flagrant, sauf peut-être là mais bon. C'est moins flagrant sur les couvertures les plus tardives. Mais vraiment les premières couvertures t'as l'impression c'est la couverture d'un magazine de mode quoi. Avec les persos qui prennent la pose et tout. Donc voilà, c'était vraiment pas gagné que je commence ce manga en fait. Et c'est juste le générique de l'animé. Franchement, je sais plus pourquoi j'ai dû le voir passer genre en illustration dans une vidéo ou je ne sais quoi qui parlait d'autre chose. Je vois passer ce générique, ce premier générique de l'animé, en mode un peu... on dirait un peu que c'est de la... Enfin, au niveau de l'animation on dirait pas, mais au niveau du visuel, quand on dirait que c'est de la stop motion fait avec des bonhommes en coton et en... Je sais pas comment expliquer. C'est vraiment genre... si vous l'avez vu, vous comprenez quoi. C'est, t'as pas l'impression que c'est de l'animation en fait. Tu te dis, si on me dit que c'est de la stop motion, j'y crois. Si on me dit que c'est de l'animation, alors c'est de la super bonne animation. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, c'est cet opening très particulier, que ce soit niveau musicalement ou visuellement, qui est très cool, m'a un peu hypé pour Beastars. Et du coup, comme il n'y avait pas encore trop de tomes à cette époque-là, j'ai pu me rattraper mon retard. J'avais même acheté, c'est un truc que je fais jamais parce que généralement les séries qui m'intéressent, bah, je les achète dès qu'elles sortent. Donc j'ai jamais l'occasion de m'acheter genre les coffrets, pas les coffrets 2 pour le prix d'un, hein, vraiment les coffrets où juste il y a 2 tomes, ça coûte le prix de 2 tomes, mais ils sont dans un truc en carton quoi, c'est vraiment coffret découverte quoi. Et ces trucs là j'ai jamais l'occasion de les acheter, mais pour Beastars je l'ai, j'ai le premier, les 2 premiers tomes ils sont dans le coffret découverte. Donc c'est plutôt voilà vraiment cette série qui a réussi à m'agripper par un moyen un peu indirect comme ça. Et je regrette pas quoi, c'était vraiment un très beau voyage Beastars, c'était une très bonne série qui m'a pas déçu. Comme j'ai dit plusieurs fois, bon vers la fin, il y a 2-3 passages, 2-3 éléments de scénario qui en plus sont pas vraiment repris pour certains, qui font un peu bon. On commence à jump the shark là, comme diraient les gens qui savent ce que ça veut dire. Mais ça va, c'était léger, et puis voilà, il y a la logique manga, c'est un peu... je trouve que, bon, ça passait. Alors je dis la logique manga, j'ai une très grande estime des scénarios de manga, mais c'est comme dans tous les types de fiction, il y a des petites triches logiques qui passent mieux dans certains supports que dans d'autres, quoi. Et je trouve que la triche, la triche, non, c'est pas non plus la triche, mais je trouve que les trucs, les scénarios manga un peu abusés là, c'est moins flagrant que dans beaucoup d'autres supports. Hein. Je sais pas, dans les comics par exemple, des énormités qui passent, mais parce que c'est un comics, ça va, il y en a beaucoup quand même. Alors que là, c'est des trucs, vous voyez, c'est un peu des trucs genre tout ce qui est arts martiaux qui vire un peu à la magie sur les bords, ou ce genre de trucs, ou pouvoir de la motivation qui se manifeste avec un dragon dans ton dos. Bah, il n'y a pas ça dans Beastars, mais vous voyez, ça c'est des trucs que je dirais un peu scénario manga qui passe parce que c'est un manga. Bah c'est alors que bon, dans d'autres c'est des trucs beaucoup plus concrets quoi. C'est des trucs qui gênent beaucoup plus. Enfin voilà. Donc tout ça pour dire que Beastars c'est très sympa et je suis vraiment content d'avoir fini ça. Il y a tout un parcours mine de rien derrière, hein. C'était vraiment pas prévu à la base que je lise Beastars. Et voilà, ça me rappelle un peu des trucs à l'ancienne en vrai, ce genre de comportement où je me mets à lire un truc bah, pour une raison totalement indirecte et totalement pas prévue. Genre, je me souviens Soul Eater à l'époque, c'était vraiment il y a plus de 10 ans je crois, Soul Eater que j'ai lu. Hein. Et ben il y avait justement la raison pour laquelle à la base je m'étais dit ah je lirais bien Soul Eater, c'est parce que j'avais vu l'épisode 1 de la série abrégée. Je sais plus par qui elle était faite, mais c'est facile à retrouver je pense. Mais voilà, du coup, vous voyez ce genre de truc où je rentre dans un univers de manga ou d'anime pour une raison totalement indirecte et totalement pas prévue, et au final bah, ça tourne super bien à chaque fois. Et vraiment, il y a un peu cette vibe là derrière Beastars. Le dernier truc un peu comme ça doit être Romeo versus Juliette, hein, dont on avait déjà parlé
où vraiment je passais à côté à chaque fois, je me dis rigolo, Romeo au lieu de Roméo, puis à chaque fois je passais devant, ça m'a attiré mon attention, et un jour j'ai craqué, j'ai acheté les quelques tomes qui étaient déjà sortis. Donc là c'est un peu, voilà, on est un peu dans ce même délire de, c'est le hasard, qui m'a fait commencer, et je regrette toujours pas, quoi, c'est vraiment génial, ce genre de truc, ça me fait tellement plaisir, et du coup c'est un peu un aboutissement d'avoir lu ces volumes 21 et 22, et la série m'a pas déçu, donc franchement, j'espère que l'univers me réserve encore des petits hasards comme ça. Et en plus, l'univers il est drôlement sympa, parce que en plus de m'avoir montré Beastars, il m'a aussi montré la suite. Enfin la suite, non c'est même pas la suite, parce que je crois que les premières histoires ont été faites en parallèle, si ce n'est avant Beastars. Ouais, je crois que les premières histoires de ce recueil ont été écrites et dessinées et même publiées avant Beastars au Japon. Donc, ça c'est très intéressant. Donc oui, c'est Beast Complex, c'est par Paruya Takeki, toujours des éditions Kiun également. C'est le spin-off de Beastars qui se passe en gros dans le même univers. C'est ça le délire, c'est un peu une anthologie qui se passe dans l'univers de Beastars. Donc à chaque chapitre c'est une histoire différente avec des persos différents. Après peut-être que dans les volumes suivants il y aura des persos récurrents, je ne sais pas, mais c'est pas impossible que genre ils décident que le perso le perso du chapitre 2 en fait il revient dans le chapitre 45, mais cette fois il est adulte, du coup vous voyez c'est pas impossible qu'ils fassent des délires comme ça au bout d'un moment. Mais Beast Complex, donc en gros c'est on explore un peu plus le monde de Beastars avec des espèces différentes, dans des contextes différents, etc. etc. Et c'est très intéressant parce que on peut voir, comme j'ai dit, plein d'espèces différentes, des contextes différents et tout. Malgré ça, j'aurais un bémol sur la diversité. Alors parce que, comme je vous ai dit, on a beaucoup d'espèces, on a beaucoup de contextes. Mais c'est quand même globalement, si je devais résumer toutes les histoires avec un seul synopsis générique, je pourrais très facilement dire que c'est l'histoire d'un Carni et d'un Herbie qui se rencontrent et qui vont apprendre à se comprendre ou quelque chose dans le genre. De manière différente à chaque fois, mais bon. En vrai, c'est toujours un peu l'histoire d'un Herbie et d'un Carni. Alors je comprends, c'est la dynamique dans Beastars la plus prenante, forcément. Il y en a un qui est littéralement conçu pour manger l'autre, dans l'idée. Donc voilà, c'est la dynamique qui a le plus de potentiel, c'est vrai. Mais, voilà quoi. En gros, c'est vraiment, dans ce volume, il n'y a vraiment que des histoires d'amitié ou d'amour entre des Herbie et des Carni. Donc voilà, c'est assez spécial. C'est juste, voilà, c'est pas dérangeant, hein. Toutes les histoires sont suffisamment différentes pour qu'on apprécie les lire, mais j'espère en gros que si on arrive à... imaginons qu'il y ait 10 volumes à Beast Complex, j'espère que ça va pas être ça tout le long des 10 volumes, quoi. Parce que sinon ça va finir par devenir répétitif un peu. Après, si c'est encore une fois, c'est la thématique la plus intéressante et qui a le plus de potentiel, je l'admets totalement. Donc si c'est bien géré, on peut en faire 10 volumes dans l'absolu, hein, je le sais très bien. Mais bon, je veux dire, l'auteur est peut-être pas non plus infaillible, donc si on part vraiment sur ça pendant toute la série, ça va être un peu lassant. Enfin bon. Et d'ailleurs, je parlais de Zootopie, je crois, quand on parlait de Beastars. Et bah figurez-vous que justement, on en parle dans Beast Complex, dans le post-face. Ah, c'est le moment d'en parler, parce que ça fait longtemps que je vous en parlais, mais j'oublie à chaque fois. Depuis le début de ma vie, non peut-être pas non plus, mais depuis le début de cette vidéo et même avant, je disais post-face. Parce que dans ma tête, c'était une sorte de mot anglais, ou je sais pas quoi. Parce que post, ça commence, c'est anglais quoi. Et du coup, je disais post-face constamment. Et je l'ai sûrement déjà dit auparavant. Et un jour, il y a quelques mois, j'ai réalisé, genre, comme ça d'un coup, qu'en fait j'étais bête, et que en fait, c'est post-face. Parce que c'est l'inverse de la préface. Mais vu que ça commençait par post, bah mon cerveau a admis depuis des années que ça se disait post-face. Donc du coup, par réflexe, souvent je le dis comme ça. Mais en fait, c'est post-face qu'il faut dire. C'est l'inverse d'une préface. C'est tellement peu commun comme mot que franchement, je pensais que c'était un terme anglais à la base. Parce qu'en plus, face, ça fait très anglais aussi. Du coup, vraiment, je suis désolé. Et je vous apprends, je pense que j'apprends des trucs à des gens. Parce que c'est pas intuitif en fait, si tu fais pas attention. Si vraiment juste tu lis le truc comme ça vient, post-face, ok. Mais en fait, c'est post-face qu'il faut dire. C'est l'inverse d'une préface.
Et bon voilà, au moins je suis content, je m'en suis rendu compte tout seul en réfléchissant à tout et n'importe quoi. Ça aurait été assez ridicule si c'est quelqu'un qui me l'avait fait remarquer. Bah d'ailleurs heureusement que personne ne me l'a fait remarquer dans les commentaires de ces vidéos. Quoique. Bon après j'ai trouvé tout seul donc c'est pas grave. Mais voilà, donc petit délire, hein, c'est on dit postface, je pense. Hein. Si ça se trouve je me trompe encore, si ça se trouve ma logique est cassée et en fait non c'est bien postface pour une raison que je ne connais pas. Bon dites-moi ce que vous en pensez mais vraiment ouais ce truc là quand j'ai réalisé c'est le genre de truc où tu te dis ah ben ouais en fait c'est évident depuis le début, comment ça se fait que je suis passé à côté. C'est juste que j'étais pas vigilant mais bon. Donc voilà, donc dans la postface ah ça fait du bien de le dire pour une fois. Dans la postface donc ou quelque chose dans le genre, ou dans un bonus de milieu de tome, je sais plus. L'auteur nous parle justement du fait que la plupart de ces histoires ont été écrites avant Beastars, et même publiées je crois avant Beastars, et que du coup c'est un peu la préparation pour Beastars, et que il y a eu un hasard sacrément désavantageux ou avantageux, ça dépend comment on voit la chose, qui fait que c'est Disney ou Pixar, Zootopia? C'est Disney, on va dire Disney au sens global, que Disney a annoncé Zootopie genre juste avant la publication de Beastars quoi. Et apparemment c'est donc il y avait vraiment pas de lien. On aurait pu se dire que c'était Zootopie qui avait copié Beastars ou l'inverse, mais visiblement ils ont sorti le truc un peu en même temps donc vraiment genre hasard du calendrier complet. Et vu à quel point les deux œuvres sont similaires dans leurs propos et alors que j'ai même pas vu Zootopie, mais je le sais, ça transpire tellement, c'est évident quand tu regardes les images ou les synopsis ou les trucs comme ça. Et ouais, c'est un hasard de malade en fait. Et c'est un peu cool dans un sens de se dire ouais, il y a eu une synchronicité créative entre deux médias totalement différents dans deux pays totalement différents. C'est dingue, et c'est assez cool en vrai. Donc bon, voilà. C'est ce qu'on apprend à Beast Complex. Les petites histoires, je ne vais pas vous les résumer une par une, hein. Je vous laisse les découvrir, c'est un peu ça le plaisir de cette anthologie. Et voilà, je crois pas que le rythme de parution soit très précis. Il me semble que Paru Itagaki a des séries en cours en ce moment. Donc voilà, ça, à mon avis ce sera un peu aléatoire, un peu quand elle le sent. Elle, je crois que c'est une fille, hein, Paru Itagaki, enfin une femme. Du coup... on attend tout doucement le tome 2. Il viendra quand il viendra et ce sera un petit truc sympa à lire. Donc voilà. C'était Beast Complex. Ensuite, le grand, le fort, le puissant, l'intéressant, Mushoku Tensei, tome 16 par Fujikawa Yuka, d'après l'œuvre de Rifujin Namagonote et le character design par Shirotaka. Donc c'est aux éditions Doki Doki et ce tome enfin concrétise la romance entre Rudeus et Sylphie. Ah, j'ai retenu les noms. Parce que si vous savez que moi et les noms, c'est des fois oui, des fois non. Du coup, Mushoku Tensei, donc ce tome, je l'attendais beaucoup, parce que, en fait, depuis que... comment elle s'appelle? Voilà, je vous avais dit moi et les noms. Depuis que celle avec les cheveux rouges, elle est partie, en gros, du coup, il n'y a plus trop de romance du côté de Rudeus dans ce manga. Si ce n'est, justement, Sylphie qui traîne dans le coin. Et... enfin ça se concrétise, enfin le manga avance sur ce point là, et voilà, moi je suis très très content de comment ça se développe pour l'instant. Enfin ça va faire du drama après, mais bon, voilà, donc pas grand chose à rajouter, hein, parce que je vais pas vous spoiler comment ça se passe et tout, si ça vous intéresse, je vous laisse découvrir ça tranquillement. Mais voilà, Mushoku Tensei est toujours très cool en fait, c'est très lent, enfin... plus lent que ce à quoi je m'attendais quand j'ai commencé la série. Surtout quand on sait, je veux dire, avec dans les aventures de Roxy, le spin-off, en fait, la plupart de l'histoire est un flashback et on a de temps en temps des passages dans le futur de là où on en est là, vous voyez. Du coup, je sais un peu où ça va dans l'idée. Et vu à quel point ça met longtemps, je me dis qu'en fait Mushoku Tensei ça pourrait être une série extrêmement longue, sachant en plus qu'elle a une sorte de statut un peu culte dans le monde du isekai, parce que déjà c'est une très bonne série, hein, faut le dire,
L'anime, je crois, a fait un peu de bruit aussi quand il est sorti. Je l'ai pas vu du coup, vu que j'ai le manga. Mais il a un peu ce côté cool parce que je crois que le light novel était un des pionniers du isekai. Il me semble. Il doit y avoir un délire comme ça parce que j'entendais beaucoup de gens dire du bien après avoir commencé la série et m'être renseigné un peu. J'entendais beaucoup de gens en dire du bien, comme quoi c'était un peu un des Graal du isekai. Donc, et je suis d'accord dans l'idée. Donc bon, je crois c'est plus profond que juste c'est bien. C'est vraiment ça doit être un pionnier ou un truc du genre. Donc vraiment, en plus d'avoir visiblement un rythme assez lent qui permettrait, et pourtant plutôt cool à suivre, qui permettrait d'avoir plein de tomes, on a aussi du coup ce côté visiblement assez prestigieux qui fait que, à mon avis, ça ferait pas peur aux éditeurs non plus d'en faire plein de tomes. Donc j'ai pas mal d'espoir parce que c'est vraiment une série que j'adore, qui a eu ses hauts et ses bas entre guillemets, mais ses bas c'était quand même très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a eu des hauts et des bas, mais en fait les bas ils sont pas descendus très loin quoi. Faut zoomer sur la courbe. Faut zoomer sur la courbe pour voir les creux quoi. Donc voilà, très bien, Mushoku Tensei, toujours. Je le conseille à quiconque aime bien tout ce qui est fantasy, tout ce qui est isekai. C'est un must-have, je pense, du genre. En tout cas, personnellement, je trouve. Alors, on enchaîne sur Angels of Death, tome 6 et 7, par Kudan Naduka pour le dessin et Makoto Sanada pour le scénario original, donc celui du jeu, je suppose, aux éditions Manabooks. Donc, Angels of Death, ça avance tout doucement, c'est plutôt cool. Donc, on est au tome 7 là, et si je me souviens bien, il est marqué quoi 12 tomes. C'est une série en 12 tomes. Hop là, attention. Voilà, 12 tomes. Et donc, cette série en 12 tomes, je suis pour l'instant plutôt satisfait du rythme. J'avais un peu peur en fait quand j'ai vu, enfin un peu peur, j'étais un peu surtout curieux quand j'ai vu qu'il y avait 12 tomes, parce que, si je me souviens bien, au début du manga, on est à genre un tome, un étage, en gros, par rapport au rythme de l'histoire. Donc, vu que des étages, il n'y en a pas des tonnes, je me disais comment ça tient 12 tomes ce truc. Mais c'est vrai qu'avec les flashbacks, avec les petites péripéties pendant les étages que j'avais un peu zappé de ma mémoire, et ce genre de choses, on peut arriver assez facilement à 12 tomes en fait. Pour le coup, là je peux imaginer 12 tomes. Après on en avait déjà parlé, mais il y a la suite en manga. Ça je suis vraiment très, très curieux de le lire. Donc j'espère que Manabooks va le publier. Et bah voilà quoi, le manga est très, très satisfaisant, c'est un manga qui vaut le coup. Apparemment il avait été commencé avant l'animé. C'est ce que nous, à un moment dans le manga il y a marqué oh un animé va sortir machin. Donc c'est que le manga avait été en projet avant l'animé. Ce qui est assez cool parce que du coup ça lui donne d'autant plus de mérite que visiblement il s'est pas inspiré de l'animé vu que c'est plutôt l'animé qui serait inspiré du manga. Donc bien sûr tout ça étant basé sur le jeu à la base. Hein. Mais voilà, donc ce manga a d'autant plus de mérite de ne pas s'être inspiré d'un support préexistant, vu que c'est lui le support préexistant, si on nommait le jeu bien sûr qui est le support original. Donc, très cool, l'histoire avance, on arrive à un stade assez tardif de l'histoire, donc je vais rien vous dire pour pas vous spoiler si vous y êtes pas mis. Hein. Vous pouvez vous mettre au jeu, alors j'ai pas joué mais il paraît qu'il est bien, à l'animé ou au manga, les trois je pense valent le coup. Mais le manga est décidément un bon support pour cette licence. Alors ensuite on est sur du gros, mais littéralement. Voilà, alors c'est pas le plus gros manga de cette vidéo, vous verrez ensuite. Donc c'est Kiei, tome par Kevin Tran et Fanny Antini. Donc c'est le tome 4, le tome 5 et le tome 6. Donc je l'ai posé un peu comme je peux, hein, désolé parce qu'ils sont un peu gros. Ah je sais, je vais les mettre comme ça. Hop. Voilà, comme ça. C'est un peu spécial comme disposition, mais voilà, c'est un peu pour cette originalité que vous regardez ces vidéos, n'est-ce pas? Non, je sais que c'est pas vrai, mais bon. Donc les tomes, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Ah oui, 4, 5 et 6 de Kiei, par Kevin Tran, le youtubeur Le Rire Jaune. Alors, qu'est-ce qu'ils font là, ces trois derniers tomes de Kiei, sachant que c'est sorti, c'est fini depuis quelques temps déjà là, Kiei. Alors en fait, je rappelle vite fait, pour ceux qui ne suivent pas les vidéos régulièrement, j'ai personnellement une limite que je me suis fixée de 3 tomes de retard. C'est-à-dire, imaginons que je sois à jour, je vais prendre un exemple où je suis à jour, voilà.
A Couple of Cuckoos, je suis à jour. Je suis au tome 3. Actuellement, en France, il y a 3 tomes de sortie. Je suis à jour. S'ils sortent le tome 4, c'est un tome que je dois m'acheter. Sauf que j'ai pas toujours les moyens, que ce soit financier ou en termes de temps, d'aller acheter le tome 4 dès qu'il sort, quoi. Donc, il y a une certaine, on va dire, tolérance de pas l'acheter direct. Et moi, en gros, ma tolérance va jusqu'à 3 tomes de retard. Donc en gros, là, si le tome 6 de Couple of Cuckoos sortait, là, faudrait que je me dépêche pour pas arriver à 7, parce que ma limite, c'est 3 tomes, quoi. Et voilà, tout ça pour dire que du coup, je lisais à l'époque, j'étais à jour sur Kiei, j'étais au tome 3. C'est une série que je suivais donc. Et c'est une série que malheureusement j'ai très sérieusement envisagé d'abandonner. Ce qui ne m'est jamais arrivé encore parce que l'autre série, j'ai envisagé 2 fois d'abandonner une série et les 2 ont eu un coup du sort qui a fait que finalement même pas besoin. L'autre c'était Seven's Garden, je crois qu'on en avait parlé il y a longtemps mais voilà. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que au tome, donc après avoir acheté le tome 3 et tout, je me suis dit Kiei, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Parce que c'est une série très sympa, enfin elle a ses avantages quoi, elle a des trucs pour elle cette série, mais j'avais remarqué qu'en fait, entre autres à cause du prix de moins de 10 € je crois, mais en gros ça fait 10 €, le manga était déjà un de ceux que j'achetais en dernier. En plus c'est pas mon manga du siècle non plus quoi, vous voyez c'est sympa mais c'est pas le truc que j'achète en priorité. Donc ça faisait que je l'achetais généralement en dernier recours, qu'en plus ça me coûtait plus cher qu'un tome de quelque chose d'autre, quoi, plus cher que par exemple le tome de Couple of Cuckoos, même si à l'époque ça n'existait pas. Voilà, du coup j'étais dans ce cas de figure où je mettais très longtemps à les acheter, et en plus ça me coûtait assez cher. Et par-dessus ça, il y a aussi le fait que une fois dans ma pile de lecture, je mettais très longtemps à les lire. C'était aussi pareil dans les derniers de ma pile de lecture que je lisais en dernier recours quand j'avais rien d'autre à lire. Et du coup je me suis dit, est-ce que ça vaut vraiment le coup quoi, de continuer cette série, que tu mets longtemps à acheter, tu mets longtemps à lire, t'as pas l'air très emballé en fait au final, même si t'as pas de reproche majeur à lui faire à cette série. Donc, est-ce que c'est pas le moment d'abandonner? Donc j'envisageais ça, je laissais passer le temps, de toute façon tant que j'ai pas atteint les 3 tomes de retard, la question ne se pose même pas. Donc bon bah je continue, j'attends, et puis au fur et à mesure que le temps passe, je me demande de plus en plus, est-ce que je vais m'acheter les tomes ou est-ce que j'abandonne et puis je laisse dépasser les 3 tomes de retard? Et là qu'est-ce qui se passe? Ils annoncent, au fur et à mesure, la fin du manga. La fin du manga, vous savez à quel tome c'est? Au tome 6. Je vous rappelle, je suis au tome 3 et j'ai une marge de 3 tomes de retard. Donc le manga finit littéralement 3 tomes après. Ce qui signifie que je suis dans une situation, une sorte de sweet spot permanent. Parce qu'en fait, quoi qu'il arrive, je ne peux pas dépasser mon quota de manga de retard maximum. Vous voyez, je peux pas arriver à plus que 3 en fait, vu que la série finit dans 3 tomes. Donc là, en fait, la série me dit, écoute. Ok, j'ai compris ton délire de 3 tomes de retard. Tu sais quoi, prends ton temps, on fera pas plus que 3 tomes de plus. Donc en gros la série m'empêche d'avoir à faire le choix en fait. Le choix est tout fait en fait, je peux l'acheter quand je veux, je serai jamais plus que 3 tomes de retard, je dépasserai jamais ma limite avec cette série. Donc techniquement, elle est en cours pour toujours jusqu'à ce que je décide de les acheter en fait les tomes. Bah du coup j'ai profité. J'ai attendu jusqu'au moment propice. Et au moment propice où j'ai fait le ménage dans mes mangas de retard, du coup la série était toujours dans mes mangas de retard parce qu'elle a pas dépassé les 3 tomes de retard. Du coup j'ai pas eu à l'abandonner. Mais du coup par contre j'ai mis pas mal de temps pour la lire. Donc voilà, c'est une série, franchement j'ai pas de gros reproches à lui faire non plus, hein, mais le truc a fait que ça a fini dans les séries que j'allais peut-être abandonner. Et au final le destin a décidé que non. Non c'est bon, tiens on te laisse tout le temps que tu veux. Fais comme tu veux. Du coup, Kiei, série très sympa. Mais pas non plus transcendante je trouve. En fait c'est une série qui a du mérite. Ça se voit en fait. Quand tu lis les premiers tomes et tout, il y avait des histoires de... Il me semble qu'à un moment il y avait une histoire de manga dont vous êtes le héros, là où tu pouvais tourner les pages et tout. Il y a des pages couleurs à des endroits pas forcément
commun, il y a tout ce genre de trucs. C'est un manga qui a du mérite en fait. Tu sens qu'il a essayé de faire quelque chose, qu'il y a du travail derrière, et qu'on essaye un peu de sortir du lot. Cela dit, ça reste un manga qui au début est assez banal et pas forcément des plus originales. Parce que ok, le monde tête de panda, ok, ça c'est un peu cool et tout. Mais les persos c'est surtout des animaux anthropomorphiques et des humains quoi. Au début. Ce qui n'est pas un mal en soi, mais c'est pas non plus le truc le plus inventif de l'univers quoi. Le manga au début est assez épisodique en plus, c'est ce qui est normal pour un début de manga, surtout un début de premier manga, mais voilà, c'est pas le manga du siècle, mais il y a du mérite derrière, ça se voit. Concernant la fin, alors je vais pas spoiler la fin, par contre, ça part, et ça vous le voyez même si vous n'êtes pas encore à la fin, ça part souvent des délires un peu méta, et ça me gêne pas vraiment, mais je me dis que ça serait passé beaucoup moins bien si ça n'avait pas été un manga de youtubeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, là, si ça gêne pas le côté méta, le côté l'auteur, au début je crois qu'au début de chaque tome, il y a un petit chapitre où t'as les auteurs qui font des trucs rigolos, quoi. Ça passe pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, moi y compris, on a acheté ce manga parce qu'on trouve Kevin Tran rigolo. Parce que voilà, il est amusant, il est divertissant, on aime bien ses vidéos et tout. Et du coup, ça nous gêne pas du tout de voir un chapitre Kevin Tran, ou Kevin Tran qui fait un commentaire méta, ou ce genre de truc, vous voyez, ou une petite ref à ses vidéos, ou ce genre de truc. Mais, franchement, surtout quand on sait à quel point ça s'insère dans l'intrigue à certains passages, c'est pas le genre de truc que n'importe quel manga pourrait se permettre en fait. Dans un sens tant mieux, vous allez me dire, parce que si personne d'autre pouvait se le permettre, autant que ce soit lui qui le fasse. C'est un point qui est juste, je le note. Mais voilà, ça reste assez limite des fois je trouve. Notamment, je crois que c'est dans le tome 5, il me semble. Je suis pas sûr, c'est peut-être le 4. Non, je crois que c'est le 5. En fait, il y a un passage où vraiment ils sont en mode ouais, alors en fait on voulait mettre les pages bonus à tel endroit, mais en fait on a eu des problèmes avec l'imprimeur et du coup on les met au milieu du manga quoi. Et c'est un peu tourné au gag, un peu en mode dérision quoi, vous voyez, en mode oh là là c'est grave, oh non le manga est pas là où il faut. Mais en vrai ça serait jamais passé. Sur n'importe quel autre manga c'est absolument pas pro, mais genre vraiment. Mettre les chapitres bonus, qui en plus spoil ce qui se passe après, donc c'est vraiment... Bon ok, ils préviennent 14 fois de pas y aller si t'as pas lu la fin du manga, la fin du tome, mais vraiment c'est tellement pas pro, mais vraiment. Et puis en plus, je veux dire, c'est pas pour nous faire plaisir à nous que... ouais, c'est vraiment leur problème à eux en plus à la base. Je veux dire, s'il y a des timings et qu'il fallait décaler la sortie parce que vous pouviez pas mettre les pages où il faut, bah c'est ce qu'il fallait faire en fait. Alors moi je parle peu... Bon ok, je suis pas le plus représentatif des lecteurs de Kii, vu que j'ai attendu super longtemps avant de lire les 3 derniers tomes, mais je veux dire, les lecteurs ils préfèrent avoir un manga qualitatif à la fin et attendre un petit peu plus que d'avoir le manga en mode ouais bah le truc bonus il est au milieu, mais en fait faut le lire à la fin, ouais on n'a pas fait exprès. Ça c'est absolument pas pro, et c'est plus pour des raisons à mon avis éditoriales et de pression éditoriale ou je ne sais quoi, ou d'envie que ça sorte à telle date ou telle date pour des raisons commerciales. Enfin vous voyez, c'est pas pour les lecteurs que le truc il est au milieu et qu'il avait... Moi en tant que lecteur, perso je préfère attendre. Que si tu me dis le prochain tome de A Couple of Cuckoos, il y a un problème d'ordre éditorial et du coup soit on met les bonus au milieu, soit on le sort un peu plus tard. Je préfère qu'on le sorte un peu plus tard, hein. Donc bon. Et pourtant c'est une série que j'attends beaucoup, Couple of Cuckoos. Quoi qu'il en soit, donc voilà, à part ce petit truc qui était vraiment pas très pro, et même ils essayent un peu de faire de la dérision autour, mais franchement c'est essayer de sauver les meubles là je trouve, hein, ça passe pas trop. Mais sinon la série en elle-même voilà, et a plusieurs inventivités, je trouve que ça se développe plutôt bien en fait, ça suit typiquement le parcours des séries, d'autres séries japonaises qu'on connaît bien, qui commencent un peu épisodiquement, sans trop savoir où ça va, et qui à la fin ont vraiment l'air d'avoir développé un petit univers avec un petit cast de personnages attachants.
Vous voyez, à la fin du manga, franchement, j'étais plutôt pris dedans, en fait. Et je me dis, s'il y a une suite un jour, ou quoi que ce soit, c'est une série que je serais prompt à continuer. C'est aussi Akiei 2 qui sort. Je pourrais peut-être m'y mettre. Alors, après, est-ce que ça va repartir dans la même direction et qu'au bout de 3 tomes, je vais me dire, ouais, bon, finalement, j'ai le même problème qu'avant, donc je vais abandonner. Mais ça, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai appris à m'attacher à certains persos, et l'univers commence à me plaire au fur et à mesure de la lecture. Donc, mine de rien, c'est quand même mission réussie à un certain degré. Le tome, j'ai failli l'abandonner, mais le dessin, on a décidé autrement, et je regrette pas, parce qu'au final, j'en ressors avec une opinion plus positive peut-être que si j'avais abandonné au tome 3. Donc voilà. Après, je me connais, hein. Si j'avais abandonné, entre guillemets, au tome 3, j'aurais abandonné la lecture assidue. La lecture avec moins de 3 tomes de retard, quoi. J'aurais pas abandonné la lecture totale, parce que, pour être franc, une sorte de rêve personnel, de petit objectif un peu utopique, pour moi, ce serait que toutes les séries dans ma collection, j'ai tous les tomes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans l'absolu, j'aurais fini par le relire un jour si j'avais moyen, quoi. Mais voilà. Je suis content de pas avoir abandonné au final, et je suis content que le destin m'ait empêché d'abandonner. Alors, ensuite, on va partir sur une série. Donc c'est le dernier manga de cette vidéo, normalement. Une série qui est assez spéciale, dans le sens où c'est mon manga préféré, ex aequo avec One Piece. Alors peut-être que j'ai déjà dit que vous savez déjà lequel c'est. Petit indice, il est déjà dans le cadre à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que c'est, eh bien, Fairy Tail. Mais, si vous êtes un peu connaisseur, et peut-être même que vous êtes sur la chaîne depuis un certain temps, et que vous savez qu'à une époque, le décor de cet étage, c'était vraiment que des tomes de Fairy Tail, vous vous dites que bah, j'ai déjà tous les tomes de Fairy Tail, en fait. Et même Fairy Tail Underwater Quest, c'est pas Fairy Tail tout court, quoi. Donc, en fait, le truc, c'est que c'est bien sûr l'édition presse, Fairy Tail l'intégrale, Hiromashima, bien sûr, aux éditions Hachette, je crois. C'est pas marqué, mais je pense que c'est Hachette. Donc, ce truc avec cette édition grand format de Fairy Tail, c'est du coup que, bah, forcément, j'ai voulu m'y mettre, surtout que les premiers numéros de ces éditions-là, c'est généralement 1,99 ou ce genre de truc. Ah bah, c'est marqué là en plus, 1,99 aux éditions Hachette. Donc, cette édition de Fairy Tail, du coup, je l'ai acheté, bien entendu, pour le fanboyisme, hein. Je l'ai déjà, ce manga, et puis aussi pour voir un peu de quoi ça avait l'air en grand format, bien sûr. Du coup, voilà, je suis plutôt content de cette édition. Malheureusement, en l'ouvrant, j'ai dû l'ouvrir un peu n'importe comment. Je crois que le plastique a un peu fait pression et que ça... En gros, le plastique se décolle légèrement par endroits. Alors, ça se voit pas trop à la caméra, ce qui est pas plus mal, je trouve. Mais du coup, bon, la tranche est un peu abîmée, quoi. Ce qui est pas idéal. Mais voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec ce manga, à part ça? Bah, pas grand-chose. C'est juste le premier tome de Fairy Tail. À la lecture, j'ai pas eu de grande surprise, quoi. Une petite interview à la fin, de l'auteur à la fin. Mais je crois que j'ai déjà lu. Je me demande s'il n'y a pas la même interview dans l'artbook ou un truc comme ça. Je crois, hein, dans le premier... Ouf. Dans le premier artbook, je pense qu'il y a la même interview, parce que ça me dit quelque chose. Enfin bon, quoi qu'il en soit, donc c'est Fairy Tail tome 1, et je l'ai lu, et c'était Fairy Tail tome 1. Je crois qu'il y a un peu plus de chapitres que dans le tome 1 de l'édition standard, hein, mais voilà, j'ai pas énormément de choses à en dire, vous vous en doutez, si ce n'est que c'est mon manga préféré, Fairy Tail, et que bah, toujours sympa de relire le début, mais ça donne envie de tout relire, quoi. Du coup, c'était un peu, en même temps... un peu frustrant en même temps, vous voyez, un peu ce côté nostalgie, mais qui n'ira pas plus loin que le tome 1. Parce que ce genre d'édition, j'achète pas le reste des tomes. J'aurais peut-être pu craquer pour Fairy Tail, parce que comme je vous ai dit, c'est mon manga préféré, ex aequo avec One Piece. Sauf que contrairement à One Piece, il est un petit peu moins populaire, et du coup, disons qu'il y a un peu ce côté... c'est mon poulain, on va dire, un peu plus que One Piece, même si Fairy Tail c'est extrêmement populaire, hein, je vais pas dire le contraire. Mais vous voyez, il y a ce côté One Piece, tout le monde l'adule. Fairy Tail, énormément de monde l'adule, mais aussi... il y a des gens qui l'adulent moins, quoi. Vous voyez? Donc il y a un peu plus ce côté c'est mon truc à moi, quoi. Même si c'est pas mon truc à moi dans l'absolu, mais... Voilà, donc... ça, donc un peu dommage qu'il soit abîmé, quoi, mais sinon, voilà, c'est Fairy Tail, rien de plus à dire. Mais le truc, c'est que, par hasard, quelqu'un m'a offert le tome 1
Donc exactement ce même tome, en fait, vous voyez, c'est le même dos, quoi. Sous plastique. En fait, c'est juste, il était emballé autrement, parce que celui-ci est emballé avec un gros, vous voyez, la grosse plaque en carton, là, derrière, avec marqué 1,99 seulement, et tous ces trucs-là. Et en fait, c'est deux packaging différents, et du coup, la personne qui me l'a offert, cette version emballée, pensait que c'était le numéro 2. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé avec 2 fois le même manga, ce qui m'était jamais arrivé. C'est la première fois. Alors, sans compter les versions collector ou les trucs comme ça, hein, bien sûr. Et du coup, j'étais dans une situation un peu spéciale, où en fait, ça me posait problème. Alors, vous allez dire, comment ça peut te poser problème? T'es bizarre, hein. Tu nous dis que ton tome 1, il est un peu abîmé quand tu l'as déballé, et quand on a offert un autre, tu devrais être super content. C'est le hasard qui te tend la main, là. Et ben moi, je suis pas comme ça, en fait. Je suis un peu spécial, si vous voulez. Je sais pas si beaucoup vont compatir avec ce que je vais dire, parce que je me doute que c'est assez spécifique à moi, et à ma façon de penser. Mais moi, je suis le genre de collectionneur qui s'attache pas juste au manga de manière générale, mais même à son tome précis. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, moi, si tu prends un de mes tomes au hasard dans ma bibliothèque, et que tu me dis, je te l'échange contre le même, en version, mais genre exactement le même, mais en version parfaite, genre sortie de l'usine, sans aucune erreur, rien, c'est le tome, genre vraiment, il est état parfait, et c'est exactement le même, bah moi j'hésiterais, quand bien même mon tome d'origine, il serait tout massacré. Parce que je m'attache vraiment à l'objet, pas juste à l'objet, genre moi, si, voilà, comme je vous ai dit, c'est pas le fait d'avoir un tome 1 de Dr Stone qui me plaît seulement, c'est le fait d'avoir mon tome 1 de Dr Stone, et si on me le propose contre un autre tome 1, je risque de refuser, même s'il est en meilleur état. Et donc là, c'est un peu ce cas de figure, et en plus, c'est la première fois que j'ai 2 tomes, deux fois le même tome, en fait, et du coup, je suis un peu perdu. Et voilà, ça me torture un peu l'esprit, ça, mais c'est vraiment, je blague pas. Enfin, après, je suis pas mort, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ça me trotte dans l'esprit et ça me pose un gros dilemme, dont seul moi est le secret, hein. Parce que du coup, j'en fais quoi en fait? Si je me débarrasse du tome emballé, bah faut que je le fasse vite avant de m'y attacher et tout et tout. Et si je décide d'échanger, bah non, parce que l'autre je me suis déjà attaché, etc. Et en fait, j'ai fini par me calmer en me disant cette chose-là. Quitte à ce que j'ai 2 fois qu'est-ce que dans toute ma collection, il y a un seul tome que j'ai en double. Est-ce que le fait que ce soit le premier tome de la version grand format de mon manga préféré, ex aequo, sous blister, c'est pas la meilleure configuration? De tous les tomes que j'aurais pu avoir en double, est-ce que c'est pas la meilleure possibilité? Bah si, en fait. Parce qu'il est sous blister. Donc et en plus de ça, de toute ma collection, le manga qui est le plus attaqué par l'humidité, c'est le log numéro 1 de One Piece. Et du coup, je me dis, si la même chose arrive à cette intégrale de Fairy Tail, j'aurai toujours le tome 1 en 9 sous blister. Ça c'est cool. C'est même très cool. Du coup, j'ai fini par m'y résoudre et me dire que au final, c'est pas grave. Au final, je garde le tome 1 tranquillement sous blister quelque part, en réserve. Si jamais un jour il arrive quelque chose à ce tome-là 1, ce tome 1-ci, j'aurai de quoi le remplacer. Si jamais il ne lui arrive jamais rien, et ben j'aurai mon petit collector, mon petit truc sous blister, manga préféré, tome 1 de la version grand format. Au final, est-ce que c'est pas la meilleure possibilité dans mon malheur, entre guillemets, vous voyez? Et encore, tu parles d'un malheur, je veux dire, dans l'absolu, j'ai un truc en plus, vous voyez? Ça aurait été 10 fois pire si j'avais eu un manga en moins, même 40 000 fois pire. Là, je me torture l'esprit tout seul, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est dans ma nature, c'est le genre de truc qui me... Ouais, moi j'aime bien quand c'est bien carré, quand tout est bien, voilà, j'ai un tome de chaque, éventuellement s'il y a la collector qui n'a pas la même couverture, ok, ça passe, je peux avoir 2 fois le tome, mais là, ça me... Voilà. Par contre, je trouve ça assez surprenant qu'ils aient fait le tome 1 avec un autre packaging. Et ce que je trouve encore plus surprenant, et je comprends un peu la confusion de la personne qui me l'a acheté du coup, c'est que là, en faisant cette vidéo, je viens de me rendre compte que celui-ci coûtait 3,99 et pas 1,99.
C'est quoi, c'est juste le packaging qui fait ça? Parce que c'est bien le tome 1, vous le voyez là. J'ai eu un léger espoir quand j'ai vu ça, mais non, c'est bien le tome 1, on a bien Happy là. Comme là, hein, Happy. Donc en fait, ouais, ce tome coûte plus cher. Et c'est même pas genre le magasin qui a décidé de le vendre plus cher, c'est vraiment sur le packaging, c'est écrit plus cher. Et il n'est pas packagé pareil non plus. Donc je pense que cette version là qui est sous blister, c'est une version post promotion. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire genre quand il sort en librairie, on marque bien le tome 1 à 1,99, achète-le avec le gros truc en carton derrière là. Sauf que à mon avis ça c'est une version genre qui est censée traîner dans les librairies quelques semaines après, en mode ah si t'as raté le tome 1, vas-y prends-le mais il coûte 3,99, c'est plus la grosse promo du début quoi. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Après franchement, je vois pas la couverture là si vous voulez, et ça m'éclaterait trop de découvrir qu'en dessous en fait c'est le dôme et il y avait une erreur sur la tronche ou je ne sais quoi. Mais bon, c'est vraiment un espoir absurde. Ouais non, c'est bel et bien le... je vois un peu, j'ai regardé un peu la tête d'Happy sur le côté. Ouais non, c'est vraiment le tome 1. Donc voilà, donc c'est le seul manga de toute ma collection que j'ai en double sans que ce soit une variante quelconque. Du coup, ça m'avait un peu chamboulé, mais je me suis calmé et je me suis rendu compte que c'était la meilleure possibilité dans ce cas de figure. Donc, je vais faire avec. Je suppose que vous n'êtes pas beaucoup à m'avoir plaint pendant ce truc, mais je sais que c'est très personnel et qu'en plus, peut-être que vous êtes passé à côté de ce tome 1 et que vous rêviez de l'avoir et que vous êtes en mode « Mais t'en as deux, pourquoi tu te plains ?» C'est vrai, dans l'absolu c'est vrai. Mais bon, chacun ses petits couacs, hein. En tout cas, voilà. Personnellement, c'est le genre de truc qui me fait un peu bizarre. Et mais bon. Voilà. Fairy Tail, ça reste mon manga préféré. Quitte à ce que j'ai un tome en double, autant que ce soit un tome de Fairy Tail. Du coup, donc après cet interlude sur Fairy Tail qui a dû saouler plusieurs qui comprennent pas, à mon avis. On va passer au manga coup de cœur du mois. Donc le manga coup de cœur du mois de ce mois-ci, il est assez facile je pense à deviner, même s'il y avait un peu de concurrence quand même, mais je veux dire, j'ai fait exprès de vous le montrer en tout premier, pour vous le vendre, quoi, et en plus on le reverra plus avant longtemps, vu que j'ai tout lu là, c'est Midori Days. Midori Days, ce manga est vraiment une sorte de classique personnel, vous voyez, un peu un truc nostalgique personnel. Je vous le conseille énormément. En plus, à la fin, il y a genre des espèces de remerciements ou de commentaires d'autres auteurs de manga. Et je me souviens plus, désolé, des mangas qui sont passés dans ce truc, mais il y avait 2-3 mangaka qui ont été genre l'assistant de l'auteur de Midori Days ou inversement, où j'ai reconnu leurs œuvres, où j'ai reconnu, il y a la liste des œuvres qu'ils ont faites, quoi, et j'ai reconnu certains noms et je me suis dit « Ah, attends, ce gars-là, il était assistant de l'auteur de Midori Days. Oh, attends, c'est dingue. » Et du coup, c'est peut-être un peu lié à l'histoire de certains de vos auteurs préférés sans que vous le sachiez, en fait. Donc je vous conseille vraiment d'y jeter un coup d'œil, ne serait-ce que pour vous faire un avis. Franchement, ça vaut le coup. Je le pense sincèrement. Et c'est un manga très mignon et j'adore vraiment. Et j'espère qu'un jour ça aura le... Enfin, je demande pas à ce que ça devienne le nouveau One Piece, quoi, vous voyez, mais j'espère que si un jour, toi là qui tombe sur cette vidéo, peu importe si c'est 1000 ans après, enfin 1000 ans après tu comprends peut-être plus ma langue, mais toi qui tombe sur cette vidéo, quoi, j'espère que tu t'y intéresseras d'une manière ou d'une autre. Après il n'y a pas de pression, hein, je veux dire, c'est mon délire à moi, ça se trouve t'es pas du tout romance, donc du coup déjà là c'était mort dès le début. Mais quoi qu'il en soit, Midori Days mérite toute votre attention si c'est votre genre d'histoire. Voilà, donc c'est tout pour cette lecture du mois de juin 2022. Donc plutôt content d'avoir pu terminer mine de rien 2 séries qui traînaient pour des raisons différentes dans ma bibliothèque pour les 5 premiers tomes de Midori Days et dans ma pile de lecture pour les 2 premiers tomes de Grimoire of Zero. Donc ça, voilà, c'est toujours des petites victoires de finir des séries comme ça. Beastars aussi, qui voit sa fin, même si ensuite on a de quoi faire. Commencer Demon Lord Retry, ça c'était une très bonne surprise aussi que ça sorte. Et puis voilà, continuer des petites séries à côté, je vais pas toutes les nommer non plus. Mais voilà, et puis aussi
pouvoir enfin vider mon sac sur le tome de Fairy Tail, même si je comprendrais parfaitement que ça vous parle pas trop, mon petit dilemme personnel, mais quoi qu'il en soit, lecture plutôt sympa, donc assez riche, hein, mine de rien, ce mois-ci, et bah il y a des petites victoires, quoi, donc c'est toujours du bon. Si vous avez quoi que ce soit à dire sur un de ces mangas, je vous invite à m'en parler dans les commentaires, c'était Japanman, à plus.